Bonjour à tous, merci d'être là et de nous accueillir chez vous aujourd'hui. On va vous parler aujourd'hui de Full Factory et de Gross Hacking. Alors je ne sais pas si vous êtes renseigné en vue de cette présentation ou pas sur ce qu'on fait. Oui? Non? Un peu? Ok. Ce que je vous propose, le plus simple, c'est qu'on fasse un petit tour de table, que vous présentiez peut-être brièvement à la fois ce que vous faites et quelles sont vos attentes, de manière peut-être un peu rapide. Ensuite, je laisserai la parole à Benjamin qui nous expliquera en quelques mots ce que c'est que le gros hacking et comment ça peut aider des entreprises de taille intermédiaire, des petites entreprises comme les nôtres, les vôtres, ou des plus grands groupes. Et puis ensuite, on présentera un peu plus longuement ce que c'est que Full Factory. Et enfin, pour les startups qui se sont inscrits, on fera un TP. Voilà. Je vous en prie, on peut commencer. Ouais, bonjour Vincent, moi j'ai créé une boîte qui s'appelle VinExplore et qui en fait fournit une application qui permet de s'inscrire à des événements vins partout autour de soi en France. Donc on a démarré opérationnellement sur Paris il y a 2 mois. On va ouvrir complètement le service, parce qu'on était en soft, en test. On va ouvrir complètement le service. On s'est inscrit au Vinocamp, qui est l'événement des startups du vin du 6 mars. Et donc on est à la recherche justement d'une solution qui puisse nous aider à progresser très très rapidement dans l'expansion de notre service. Bonjour, Patrick Endouche. Moi, je suis entrepreneur, donc j'ai créé une société qui s'appelle Juste à Temps et que j'ai revendue récemment. Je suis également blogueur donc sur Business Angel France et actuellement, donc je recherche ma prochaine aventure entrepreneuriale comme associé opérationnel investisseur. Je ne connais pas le gros hacking. Je me demande si c'est la dernière mode pour les startups ou s'il y a vraiment des choses derrière. Donc le mieux, c'est d'en discuter avec des spécialistes. Bonjour, Armand Gico. Donc on est venu avec Alexandre aujourd'hui parce qu'on travaille pour une société de crowdfunding en equity qui s'appelle Risers. Donc on est la première plateforme de crowdfunding à dimension européenne. Et donc on est venu s'informer un peu sur le gros hacking. Voilà. Bonjour, je suis Karl, fondateur de Théâtre in Paris, qui propose du théâtre pour les touristes sous-titré en anglais. Nous, notre problématique, c'est qu'on a avant tout un travail commercial B2B, donc vers les agences de voyage, les tours opérateurs. On n'a pas les moyens de faire de la publicité grand public. Et on cherche des solutions intelligentes pour se faire connaître des 20 millions de touristes étrangers qui viennent à Paris, mais qui sont intouchables parce que personne ne consulte les mêmes médias. Voilà. Bonjour, Odile Dussaucy. Moi, j'ai fait une société qui s'appelle Mes Sorties Culture, qui est un site agrégateur d'informations sur les visites guidées partout en France, qui est mis en ligne pour l'instant, qui comporte essentiellement des visites sur Paris. Donc, que ce soit dans les musées, châteaux, monuments, avec les guides conférenciers. L'idée, c'est de faciliter la vie aux internautes qui cherchent des informations pratiques sur les visites guidées et qui aujourd'hui sont obligés d'aller sur multitude de sites pour avoir ces informations. Donc, je viens aujourd'hui pour en savoir un peu plus sur cette nouvelle possibilité de communiquer sur mon site web. Merci. Bonjour, Jonathan Justman, j'ai créé la société Travel Wi-Fi. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un accès Internet pour les touristes étrangers, les hommes d'affaires étrangers qui viennent à Paris ou en France pour quelques jours. Et donc, on essaie de toucher donc ce public étranger et peut-être que le gros hacking va nous aider dans cette démarche. Voilà. Bonjour, Igor Vujic. Avec mon collègue Edouard, nous allons monter une plateforme de jeu sur mobile. Bonjour, Vivien. Je suis coach dans un incubateur d'une boîte de tech française et je m'intéresse au gros hacking notamment dans le domaine B2B. Comment ça fonctionne quand on n'a pas les users en front. Voilà. Bonjour, je suis Michelle Coulas, je suis directrice marketing et cofondatrice de Parisianiste. Parisianiste est la prochaine génération des guides touristiques proposant aux touristes les milliers des choses à faire à Paris adaptées à leurs besoins. Nous sommes incubés ici au Welcome City Lab et notre problématique, c'est que toujours la génération de trafic parce que notre business model est la publicité.
Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis porteur de projet. En fait, je pense créer un summer camp pour adultes dans des régions un peu insolites. Voilà, c'est le début de mon projet, donc je viens juste me renseigner. Bonjour, Amaury Trémouille. Moi, je suis le fondateur de Facilitatrip. Facilitatrip, c'est un planificateur de voyage en ligne qui vous donne tous les outils pour planifier vous-même votre voyage sur mesure. Donc de la planification d'activités, la réservation d'activités, la réservation de voyages, d'hébergement. Voilà. Donc comme tout le monde ici, la problématique c'est le trafic, puisque c'est le modèle économique, en tout cas de Facilitatrip, mais je pense de beaucoup d'entre vous. Bonjour, Romain Ferrier, je suis fondateur de Bruiser, une application mobile qui met en relation les professionnels durant leur pause déjeuner. Pour l'instant, on est présent au UK, Scandinavie et Allemagne, bientôt en France. Et du coup, je voudrais connaître un peu les méthodes de gros hacking que vous proposez. Voilà. Bonjour, je m'appelle Stéphane Perrin et je suis le fondateur de Budil. C'est une application de petites annonces. On repense les petites annonces à l'ère du smartphone, c'est-à-dire qu'on permet aux gens de poster une annonce aussi facilement qu'un tweet ou une photo sur Instagram. Et on permet aux acheteurs de voir directement les annonces autour d'eux, mais aussi grâce à l'intégration de Facebook, les annonces de leurs amis et amis d'amis. On a passé les derniers mois à améliorer beaucoup le produit. On a déjà plusieurs milliers de téléchargements. Maintenant, on pense que le produit est stable et bon pour passer à la prochaine étape et donc acquérir beaucoup plus d'utilisateurs, centaines de milliers, voire plus. Merci. Bonjour, je suis Frédéric Mazanon, donc je suis le directeur d'Ecosystem, qui est une société spécialisée sur l'information environnementale et qui repose principalement sur des serious games. Bonjour, Julien Laz, fondateur de Citizeum, guide de voyage et hôtel privé, donc deal hôtelier. Nous, on essaie beaucoup de techniques, on a fait beaucoup de choses sur le SEO. Maintenant, on regarde ce qui se passe sur le gros hacking et sur hôtel privé, on fait du crowdsourcing de deal hôtelier. Donc voilà, je pense que c'est pour ça qu'on est là et il y a des choses à faire. Bonjour, moi je suis Pascal Bronstein, un des fondateurs de Paris Hospitality. Bon, à l'origine, notre idée c'était de fournir, nous positionner sur l'idée de facilitateur de séjour. On a commencé avec la location d'appartements en court terme et progressivement nos services s'étendent avec la distribution de cartes SIM spécifiquement destinées aux étrangers parce que le support est en anglais. On a aussi des services de chauffeurs. Et on est en train de monter un package. On a eu un accord avec une grosse école de mode à Paris pour fournir des séjours complets en termes de location d'appartements, assurance spécifique pour les étudiants et aussi donc les cartes SIM et ainsi que des supports Wi-Fi pour Paris. Voilà. Et donc, alors, pour revenir à la raison pour laquelle je suis ici, c'est qu'effectivement, capter les clients potentiels qui sont dans le monde entier. Enfin, nous, on a surtout une clientèle plutôt anglo-saxonne et d'Amérique du Sud. C'est pas du tout facile parce que c'est très, ça part un peu dans tous les sens. Donc, à chaque fois, il faut se trouver au bon endroit au bon moment. Alors, c'est des relations. Souvent, c'est du, comment dirais-je, c'est du bouche à oreille parce qu'on a des gens qui reviennent, mais c'est aussi souvent des gens récurrents. Il y en a pas tant que ça. Donc, il faut toujours bouger en permanence, cette ultra dynamique pour pouvoir les trouver. Bonjour, Nicolas Guénaud, je suis le fondateur de Simkey, un nouveau moteur de recherche en fait, qui redonne le sourire au budget, week-end et vacances des Européens. Donc en fait, nous on est parti de la problématique simple que le budget c'est ce qu'on a de plus précieux. Donc vous nous donnez votre budget, on va aller chercher en fait les associations transport et plus hébergement, principalement issues de l'économie collaborative, qui vont vous permettre en fait de pouvoir vous inspirer et vous permettre de partir avec un budget optimisé partout en Europe, voire même plus loin. Moi, ce qui m'intéresse énormément en fait avec cet atelier, c'est effectivement tout ce qui est technique un peu out of the box, et puis le pouvoir effectivement du plus grand nombre et du retour utilisateur grande masse. Donc voilà. Bonjour à tous, Frédéric Durand, je suis le fondateur de SmartApps. Vous avez notre kakémono là-bas qui est tout rouge, qui est tout nouveau. On fait des audio guides pour les smartphones. Donc vous rentrez dans un musée, au lieu de prendre le vieil audio guide tout pourri, vous téléchargez un guide sympa sur votre téléphone. Voilà. Et donc le gros hacking, c'est pour nos clients, pour essayer de leur faire comprendre comment acquérir plus d'audience. Bonjour, alors moi je suis pas du tout, nous on est journalistes, on travaille pour France 2, pour l'émission Envoyé spécial, et on fait un reportage sur, on est venu ici par le biais de Full Factory,
Et l'idée pour nous, c'est d'essayer d'expliquer aujourd'hui que avec Internet, on peut avoir accès, alors ça va vous paraître une espèce d'énorme banalité pour vous, mais avoir accès à une foule de travailleurs qui potentiellement vont vous permettre de faire grandir votre société plus rapidement. Donc ça doit vous parler. Moi, je commence à peine à comprendre, mais je pense que ce soir, je comprendrai un peu plus. Et je m'appelle Baptiste et il s'appelle Yvan. Et le sujet sera diffusé dans l'émission Envoyé spécial, je ne sais pas quand, mais probablement soit juste avant l'été, soit juste après l'été. Et s'il y en a qui sont recherchés par la police ou quoi, je dis toujours à chaque fois, et que vous voulez absolument pas passer à la télé, que vous voulez surtout pas que votre marque apparaisse, vous nous le dites et on peut s'arranger. Et le contraire, a priori, on peut s'arranger aussi. Ok, merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Benjamin qui va se présenter. Bonjour, et bien donc comme Daniel l'a dit, je m'appelle Benjamin Tierney. Donc j'ai une agence d'innovation digitale et donc en fait on fait de la stratégie et puis derrière la mise en application. On bosse pour toute typologie de boîtes, des petites mais aussi des très grandes. On a bossé pour pas mal pour L'Oréal dernièrement. Donc je voulais parler un peu de growth hacking, mais je me suis dit que ce serait peut-être trop focus sur pourquoi est-ce qu'il faut en faire. Donc j'ai diversifié un peu le talk et j'ai parlé de monitoring de son parcours jusqu'au succès. En fait, moi, donc ça fait 4 ans maintenant que je suis entrepreneur. J'ai monté un outil SaaS, j'en parlerai après. Et j'ai une anecdote qui m'a fait penser au moment où j'ai monté ce talk. Il y a 3 ans, j'étais dans la Silicon Valley. Et j'arrive, donc je ne sais pas si vous êtes déjà allé là-bas, il y a énormément de gens qui font du réseautage et tout. Et je tombe sur un mec hyper intéressant qui m'explique qu'en fait c'est déjà la 3e boîte qui plante et qu'il sent que ça va être bientôt la bonne. Donc je lui explique avec toute l'arrogance qu'on peut avoir en tant que Français qu'en France, si on plante plus de 2 boîtes, on n'aura plus le droit d'en recréer une. Donc il me dit mais comment c'est possible? Attends, c'est hyper compliqué de monter une start-up. Tu peux pas ne pas te planter, c'est nécessaire. Alors je lui ai dévoilé mon plan top secret pour réussir ma start-up. Donc il est super bien foutu, hein. La première partie, c'est on prend une idée ou un concept, on lève des fonds, donc Love Money ou je ne sais quoi. On prend une batterie de développeurs et puis on a un produit. Jusque là ça va, c'est super simple. Et ce qui est génial, c'est qu'après on a nos produits, on va en parler sur 2-3 blogs, on va faire un petit peu de tweets, et d'un seul coup la richesse, la gloire et la fortune. Mark Zuckerberg n'a qu'à bien se tenir. Donc mon produit, c'est Fresque, c'est un produit de validation de visuel en ligne. Ça permet de s'intercaler entre l'annonceur et puis toutes les dizaines de boîtes de com avec qui il bosse. Donc c'est vraiment la rationalisation de process. Donc j'ai fait un petit peu comme tout le monde, hein. J'ai pris cette idée, j'en ai fait de l'argent, j'ai mis des développeurs, j'ai eu mon produit. J'ai commencé à avoir un petit peu d'attraction, on a eu pas mal de gens qui sont venus. Et soudain, ça ne s'est absolument pas passé comme je le souhaitais. Comme vous vous en doutez, tout prend du temps, on se met à développer une nouvelle fonctionnalité, puis une 3e, puis une 4e, en espérant qu'un jour ce soit la fonctionnalité qui fasse venir tous les gens. Et pourtant non, il ne se passe pas grand-chose. Alors on a pris le temps de l'analyse et on s'est demandé mais en fait d'où vient l'erreur dans l'énoncé. Et en fait l'erreur elle était sous mon nez, elle était ici. La première erreur que j'ai faite, c'est de croire qu'en fait une idée pouvait apporter un succès. En fait c'est jamais une idée qui apporte un succès, une idée c'est une base excellente, mais en aucun cas l'idée telle que vous l'avez eue ou si vous l'avez encore aujourd'hui ne vous amènera à succès. La première chose à faire si vous avez envie d'avancer, c'est de créer un produit et pas une idée. Donc qu'est-ce que c'est qu'un produit? Parce que c'est facile de dire un produit. Un produit, c'est une application qui nous permet de nous amener à ce qu'on appelle un moment aha. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Ouais. Attendez, parce que du coup j'avais cherché une photo. Voilà. Lui, il a eu un aha moment, c'est-à-dire que c'est le moment où il comprend le petit truc un peu smart
qui fait qu'on se dit waouh, c'est génial, j'ai enfin compris à quoi sert ce produit. Ça c'est votre nouveau meilleur ami. C'est le truc que vous devez garder en tête coûte que coûte et vous dire que tant que vous n'avez pas réussi à trouver quel était le aha moment de votre produit, vous n'êtes pas encore dans le vrai, vous êtes juste dans l'idée. Une fois que vous avez trouvé ce moment, votre but, ça va être de déterminer en fait toutes les étapes par lesquelles vont devoir passer votre utilisateur pour arriver à ce moment. Et puis après, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Vous le filez à un groupe d'utilisateurs, 5, 10, avec des typologies super différentes. Et le but, ça va être de regarder en fait l'expérience qu'ils ont et de comprendre pourquoi est-ce que vous étiez persuadé qu'ils allaient trouver en 4 clics ce aha moment. Quels sont tous les freins qui sont susceptibles de le rebuter ou de dire ouais non ça c'est nul, ouais je connais, ça me fait penser à ça. C'est vraiment la première partie qui est essentielle. Et ensuite, une fois que vous en êtes arrivé là, votre but ça va être de monitorer vos taux de conversion jusqu'à ce que vous arriviez là. Si vous vous apercevez que tout le monde chute à l'étape 3 ou 4 au moment où il faut commencer à utiliser le truc, eh ben, ça veut dire qu'il va falloir enrichir l'interface d'un petit système qui va permettre d'expliquer aux gens, débile proof, comment est-ce que ça marche. Une fois que vous êtes arrivé à ça et que vous avez un taux de conversion correct et vous vous rendez compte que les gens vous disent vraiment c'est super cool ce produit, quand est-ce que je pourrais l'acheter, vous êtes prêt à passer dans une nouvelle phase qui est une phase de growth hacking. Donc le growth hacking, j'ai compris qu'il y en avait quelques-uns qui savaient ce que c'est, même une partie, qui ne sait pas du tout ce que c'est. Ok, en fait le growth hacking c'est ni plus ni moins que l'intersection entre du marketing et de l'ingénierie. C'est-à-dire que moi, la problématique que j'ai eue quand j'ai lancé Fresque, c'est que j'ai toujours considéré que le marketing c'était du bullshit, que ça servait à rien, que c'était du gaspillage. Grosse erreur que voilà. Sauf que faire du marketing pour faire du marketing, faire de la pub à la télé sur France 2 par exemple, ça va vous coûter un bras et on ne sera pas forcément capable de mesurer de manière tangible l'efficacité. Donc notre but, ça va être de déterminer en fait quelles sont les différentes étapes de conversion pour faire en sorte que mon utilisateur finisse par utiliser mon produit. Donc quand on fait du SaaS, généralement, il y a 5 étapes principales. La première, c'est l'acquisition, donc c'est votre capacité à faire venir les gens sur votre site. La deuxième, ça va être l'activation. Donc l'activation, ça va être le moment où les gens vont vous filer une information qui vous permettra de les recontacter plus tard. Donc souvent, c'est une adresse email, hein, c'est assez simple. La rétention, c'est la troisième étape. Le but, c'est de faire en sorte que les gens deviennent actifs sur votre site. Quand on a un SaaS, on a généralement tendance à considérer que si les gens ne sont pas revenus 3 fois dans les 45 jours qui suivent la première visite, ils vont tomber dans ce qu'on appelle un cimetière, c'est-à-dire bonjour, au revoir, j'ai complètement oublié qui tu es, de toute façon je m'en souviendrai plus. La quatrième étape, c'est de générer de l'argent, donc c'est-à-dire que la personne soit en mesure de payer. Et la cinquième étape, c'est de faire en sorte que les gens parlent de vous en bien, ou en tout cas de contrôler ce flux de bonnes paroles. Faire en sorte qu'il soit forcément capté par un maximum de monde. Aujourd'hui, parmi vous, il y en a beaucoup qui sont en stade du produit prêt à être commercialisé. Combien? Ok. Combien ont ce genre de métrique précisément et le suivent tous les jours? Ou une fois par semaine, allez? Bon, il y en a pas tout à fait la moitié. En fait, si vous ne faites pas ça, le problème, là, c'est pas encore du growth hacking, c'est du growth monitoring. C'est-à-dire que c'est vraiment le b.a.-ba. Tant que vous n'avez pas fait votre growth monitoring, ça ne sert à rien d'aller perdre votre temps sur des blogs de growth hacking. Votre but, ça va être juste, dans un premier temps, d'arriver à monitorer ces étapes-là. La grosse vertu de ça, c'est que derrière, à chaque fois que vous ferez une action, que ce soit avec du crowdworking ou de la publication sur un blog ou n'importe quoi, du AdWords, vous serez en mesure de déterminer en fait sur quel niveau de conversion vous allez jouer et augmenter votre taux de conversion. Et en fait, l'étape qui précède ça, c'est juste que vous allez vous rendre compte bien souvent que vous avez un énorme trou quelque part, que ce soit dans l'acquisition ou dans la rétention. Il va falloir agir précisément sur cet indicateur-là. Je vais vous donner un exemple. Dans le B2B, on a tendance à dire qu'en fait, souvent, on offre 15 jours, un mois gratuit, et après, les gens se mettent à payer. Pour engager généralement les gens pour qu'ils soient un peu plus réceptifs au message qu'on leur donne, on va leur demander de saisir leur numéro de carte bleue, mais ils seront débités que 30 jours après.
Jusque-là, rien de nouveau. Donc votre objectif, ça va être, comme vous connaissez un petit peu le growth hacking, ça va être de découper le process d'achat en 3-4 parties pour que les gens ne soient pas découragés. Et au bout de la 4e partie, vous allez demander aux gens de saisir leur numéro de carte bleue. Imaginons que je sois sur le site et que j'ai pas envie de saisir mon numéro de carte parce que j'ai pas suffisamment été touché par le message. Je coupe la page. Dans 95% des cas, les startups vont laisser cette personne partir et elles vont tomber dans le cimetière. Si vous arrivez à mettre un petit script qui, au bout de 72 heures, envoie un email à la personne en lui disant « Hey, salut, on a vu que tu allais jusqu'au bout du processus d'inscription. Clique sur ce lien et tu pourras utiliser gratuitement la plateforme pendant 1 mois. » Vous avez gardé tout ce flux de gens à nouveau sur votre plateforme. Donc l'enjeu, ça va être qu'à chaque fois que vous avez une grosse déperdition de gens à un moment précis, vous soyez en mesure, en analysant forcément quelle est la problématique et quelles sont les solutions, comment est-ce que vous allez faire pour refaire venir ces gens sur cette plateforme. Je vous ai ajouté une petite matrice. C'est Dave McClure, un mec assez fort aux États-Unis qui a pondu ces chiffres-là. C'est les taux de conversion que vous êtes supposé avoir quand vous avez un SaaS. Ils sont corrects, ils sont pas exceptionnels, mais bon, disons que si vous n'avez pas l'intention de devenir Instagram, c'est plutôt pas mal déjà. Et enfin, la 3e partie que je conseille souvent, c'est de déléguer aussi souvent et aussi intelligemment que possible. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, je suis ingénieur, donc je faisais du développement web, et mon associé aussi. Et donc, ça m'arrangeait bien tous les soirs de me dire, je vais pouvoir faire plein de devs, je vais avancer à fond sur la plateforme. Je rentrais le soir, mais crevé, j'avais bossé comme un dingue. Mon associé aussi en dev. Et en fait, le truc, c'est que à aucun moment, j'étais au niveau stratégie, j'étais toujours dans l'opérationnel. Quand il n'y avait plus de dev à faire, j'allais faire à fond du SEO. Quand il n'y avait plus du SEO, j'allais faire à fond de la recherche sur des blogs, trouver les numéros des gens. Et en fait, je passais mon temps dans l'opérationnel, j'arrivais jamais à prendre du recul. Et donc, votre but, ça va être aussi de trouver les bons interlocuteurs, notamment à travers des plateformes comme YouAs, pour tout simplement vous délester toutes ces tâches un petit peu chiantes. Donc, c'est pas qu'elles aient pas de la valeur, c'est que si c'est vous qui les faites, votre temps a beaucoup plus de valeur que la valeur d'une personne qui pourra les faire si vous pouvez lui sous-traiter. Donc, le WAS, donc Workforce as a Service, ça parle à peu près à tout le monde, vous savez? Ouais? Pas trop. Bon, le WAS, comment ça marche en principe? Donc, vous avez une série de tâches que vous avez envie de faire à des gens. Vous allez l'exprimer de manière assez précise et on va appeler ce truc-là un hit. Donc, par exemple, ça va être, je sais pas, chercher sur les 10 premières pages Google, on va aller chercher, par exemple, les blogs qui parlent de voyages en Amérique du Sud. Donc, il y en a forcément des centaines. Et ben, vous allez demander, trouvez-moi le contact, soit email, soit Twitter, soit LinkedIn, des 10 premières pages de tous les blogs qui font ça. Ça vous prendrait peut-être une demi-journée en procrastinant un peu une journée. C'est une journée sèche, vous serez rincé, vous n'aurez eu aucune valeur ajoutée propre à votre business. Et c'est un truc qui est hyper important de pouvoir déléguer. Donc vous identifiez la plateforme de WAS qui est susceptible de permettre de répondre à cette problématique. Vous distribuez toutes vos tâches. Vous obtenez un super résultat parce que ça fonctionne vachement bien. Et forcément, vous offrez une compensation financière aux gens qui vous ont aidé dans votre emprise. Je vous ai préparé quelques petits hacks que j'estime intéressants quand on a envie d'utiliser du WAS et qu'on a envie de lancer son SaaS. Le premier, c'est de l'analyse sentimentale. Donc en fait, le truc, c'est que vous avez bien souvent envie d'être maître à choisir, par exemple, votre logo, votre baseline ou n'importe quoi. Votre objectif, là, ça va être d'être en mesure de demander à 10, 20, 50, 100 personnes ce qu'elles pensent de votre logo. Si jamais vous avez envie de balancer un logo, une baseline qui est censée être rassurante, et que vous avez 80% des gens qui vous disent que la baseline elle leur évoque absolument pas le fait d'être rassuré, il vaut mieux itérer une fois de plus sur le logo. Encore une fois, c'est toujours bien de s'en rendre compte avant de lancer le produit qu'au moment où on lance le produit. Moi, c'est un truc que je fais souvent, c'est qu'une fois que j'ai fini de faire la conception de mon produit,
Je vais interviewer mes utilisateurs, c'est-à-dire que je les mets directement face à la plateforme et je regarde leur comportement et je leur pose toute une série de questions. Donc c'est filmé, enregistré. J'avais demandé une seule fois à mon assistante de transcrire les fichiers audio pour que ça puisse être analysé. Elle l'a fait, je pense, 1 heure et elle m'a dit si tu continues à me faire ça, je me barre. Donc j'ai fait bon d'accord, je vais pas faire ça tout seul. Et j'ai pu utiliser un WAS. Alors ce qui est cool, c'est que j'ai fait par Full Factory et en fait ils acceptent de découper le fichier audio pour toi. C'est assez pratique. C'est d'ailleurs ce que j'ai aimé dans la plateforme. Donc derrière vous, ça va vous permettre d'analyser super efficacement parce que si vous avez 10 heures de record, eh ben, probablement qu'en une demi-heure, vous aurez déjà tout trié et puis vous pourrez demander à votre assistante de juste récupérer les éléments qui lui semblent pertinents. Au moment du lancement, ce que j'ai aussi l'habitude de faire, moi, c'est de fixer des objectifs à des groupes de gens. C'est-à-dire, si vous lancez un site e-commerce, vous allez demander aux gens d'acheter un produit le plus rapidement possible. Alors forcément, ils auront un faux numéro de carte. Mais vous allez du coup vous permettre de voir les taux de conversion que vous avez sur des tâches simples. Disons que si votre produit c'est un peu aléatoire et puis finalement je suis obligé d'itérer énormément de fois avant d'arriver à une campagne efficace. Maintenant ce qu'on fait c'est qu'on décrit le produit d'une manière simple et on demande aux gens si vous aviez envie de chercher ça, comment vous ferez. Si vous demandez à une centaine de personnes, je vous assure que vous avez des résultats qui sont absolument incroyables et qui vont vous permettre de gagner un temps fou et forcément d'économiser énormément d'argent dans votre process de campagne AdWords. J'avais pas beaucoup plus de temps. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, ouais, en fait, j'avais mis les prix au début. Et Daniel me dit, bon, laisse-moi faire, je t'expliquerai. J'avais pas envie de dire de conneries. C'est hyper abordable. Concrètement, ça coûtera, je sais pas, c'était quoi la métrique à peu près?
à peu près 25 centimes la minute de la personne, donc ça fait moins qu'un SMIC. Et puis c'est surtout parallélisable, et c'est surtout que vous n'allez jamais trouver une personne qui va accepter de vous louer 4 minutes de son temps aussi facilement. Donc c'est extrêmement abordable, et c'est aussi très facile d'accès. Ouais. Alors le dev, c'est une stratégie de sous-traiter son dev. Je pense que faire appel à des freelances, c'est pas mal, mais bon, sur des plateformes comme ça, tu as des trucs, plutôt des réseaux de freelance à ce moment-là qui vont te permettre de faire ça. Moi, ce que je fais, c'est toute la stratégie, je la sous-traite absolument jamais, forcément. Toute la relation directe avec le client, je ne peux pas la sous-traiter. L'analyse de tous mes outils que je vais avoir derrière, je ne la sous-traite pas. Au début, la com que j'essaie d'avoir avec les blogueurs, j'essaie d'avoir une relation directe avec eux. En dehors de ça, il n'y a pas tellement de choses que je ne conseille pas de sous-traiter. En fait, le truc, si tu veux, c'est que au plus tu vas prendre de temps avant la sortie de ton produit, et au plus ce sera compliqué pour toi de pivoter. Donc ton but, vraiment la manière de voir les choses, c'est que tu dois arriver à paralléliser tellement tes tâches qu'au bout de 3 mois et demi, tu as déjà un produit qui soit prêt à sortir pour pouvoir te planter rapidement si c'est nécessaire et directement pivoter. Et avoir le cash flow, l'énergie qui te permettra de rapidement faire ce pivot. Donc au plus tu peux le faire, expérimente à mort, de toute façon si c'est mal fait, tu pourras le refaire. Ouais. Si le reste des questions sont sur Workforce as a Service, sur Full Factory, je vous propose qu'on y aille un peu plus en détail et on traitera ces questions juste après. Ça vous va? Ouais. Ouais. Moi, je dirais que tu peux être facilement 2 à 3 fois plus efficace. Vraiment. Après, bon, c'est beaucoup plus difficile quand tu es tout seul, mais souvent, si tu as un directeur des ventes, si tu as un directeur market, si tu as un directeur de technique, c'est eux qui vont avoir toutes ces parties-là derrière à prendre en charge. Moi, mon but, c'était vraiment d'arriver à veiller que le message il ait bien été véhiculé. Ça va vraiment dépendre de la tâche en fait. Si c'est juste, tu vois, traduire un document ou là, tu vas avoir des gains de productivité énormes parce que grosso modo, en une demi-heure, c'est fait. Je pense que tu auras vraiment des taux de conversion qui sont excellents. Enfin, moi, personnellement, jamais je pourrais refaire ces tâches manuelles tout seul sous prétexte que ce serait un peu plus qualitatif. Ok, je pense qu'on va... C'est encore parce que si c'est sur ouais. Okay. Ouais. Ouais. Ah oui, non, c'est clairement hyper efficace en fait, parce que ouais, c'est ça. En fait, il y a une chance absolument infime pour que ton produit soit réellement celui que tu penses, celui que tu vas vendre à terme. Donc ton but, c'est vraiment de l'envoyer le plus vite possible au front pour avoir les retours utilisateurs réels. En fait, le truc, c'est que si tu n'as pas honte de montrer ton produit, c'est que tu as trop longtemps bossé dessus. Donc il faut y aller vite, direct, incisif, et puis aller voir les gens et leur dire « Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez ?»
Et ça fera vraiment partie du corps de la réussite. Et derrière, une bonne exécution au niveau du gros hacking, c'est-à-dire des bonnes métriques avec à chaque fois une envie de pouvoir améliorer le process en permanence. Et c'est pas il suffira pas d'utiliser 3 petits hacks par-ci par-là pour que ça fonctionne. Ça va être un travail de longue haleine. Donc autant que le travail ne soit pas à développer de nouvelles features qui ne seront jamais utilisées par personne, mais juste à vérifier que ta croissance est de plus en plus efficace. Ouais. J'ai utilisé la plateforme pour des besoins professionnels. Ouais. C'est un client. Ouais, je suis juste un client content. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Donc voilà, on va rentrer peut-être un peu plus dans le vif du sujet sur le crowdsourcing. Je comprends qu'on a un public averti, que vous savez plus ou moins ce que c'est. Néanmoins, il me semble pertinent de revenir un peu sur quelques exemples et de vous expliquer ce qu'on fait nous chez Full Factory. Donc comment tout ça est parti? C'était finalement un e-commerçant, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un business model extrêmement classique. Il achète des produits à plusieurs marques et il les revend sur son site. Jusque-là, vraiment rien d'extraordinaire. Sur son site, rien non plus de génial. On peut chercher des produits par marque, on peut les chercher par catégorie d'achat. Je cherche un t-shirt, des pompes, je clique sur chaussures. Jusque-là, tout le monde suit, j'espère. Il y a quelques mois, il rentre une nouvelle marque. Il achète 10 000 produits, je crois qu'il y avait 1000 références. Il achète une nouvelle marque qu'il veut mettre sur son site. Il a fait une bonne affaire, il s'est dit je vais mettre sur son site, génial. Et au moment de rentrer les produits sur son site, c'est hyper logistique, hein, hyper terre à terre ce que je vais vous raconter, mais au moment de rentrer sur son site, il s'aperçoit que les catégories d'achat de cette marque-là correspondent absolument pas à ce que lui appelle des chaussures. Donc, par exemple, cette marque-là appelait top, ce que lui, quelquefois, appelait un t-shirt ou un pull. Donc finalement, ça ne rentrait pas et il n'avait pas vraiment de choix. Il avait un stock de 10 000 pièces, il devait impérativement les faire rentrer sur son site et en même temps, il était obligé d'avoir les bonnes catégories parce qu'il n'y a rien de pire qu'une navigation faussée pour un client. Finalement, les choix qu'il avait devant lui, ils étaient simples. C'était de se dire finalement, c'est soit je le fais moi. Il s'est dit, bon voilà, je prends 3 jours de mon temps, je regarde les 1000 photos des 1000 références et je les classe selon mes catégories d'achat. Ok. Après le talk de Benjamin, j'espère que vous avez compris que ce n'était pas une solution viable pour lui. La deuxième solution, c'était de prendre quelqu'un pour le faire. Donc forcément, ça coûte moins cher. Ça prend exactement le même temps, hein. Il n'y a pas de valeur ajoutée vraiment côté business sur ce genre de tâches. Que ça soit moi ou un autre qui le fasse, ça prend le même temps. Néanmoins, il faut du temps pour recruter cette personne. Et puis, quid de qu'est-ce que je fais avec cette personne une fois que j'ai fini? Lui, il faisait tourner son business au quotidien, de manière normale. Il avait assez de ressources pour faire tourner son business. Il a 3 jours de travail supplémentaire à faire. Voilà, il ne va pas embaucher quelqu'un en CDI pour le faire. La troisième option qui avait été évoquée, c'était finalement, voilà, on va créer une super machine de reconnaissance d'image qui va nous dire si ça c'est qui va reconnaître si c'est un t-shirt et le classer automatiquement. Là, ça aurait été extrêmement rapide. J'ai mis des secondes, mais ça même plus rapide que ça. Néanmoins, le coût l'implémentation est assez longue. Le temps de faire, c'est quand même un gros développement. Et le coût est assez exorbitant. Finalement, quand on s'est rencontrés, on lui a dit, voilà, il y a une solution qui est peut-être à la croisée des chemins, qui est le crowdsourcing. Donc si tu fais faire ça sur Full Factory, ça va être fait en quelques minutes. Donc pour répondre à la question, 3 jours, ça peut être fait en quelques minutes. Et le coût sera assez peu cher. Donc voilà, donc finalement, c'est aussi ce qui nous a décidé à créer Full Factory, qui est la première plateforme de crowdsourcing en France. Donc alors crowdsourcing, donc maintenant qu'on est allé un peu sur l'exemple, on peut reprendre un peu de théorie. Le crowdsourcing, c'est quoi? C'est assez simple en fait. On part d'un projet client et on va en fait distribuer les tâches à énormément de monde de manière à paralléliser complètement ce travail-là. Et on n'est pas un énorme annuaire qui allons mettre en face d'un besoin, on ne va pas mettre une ressource, mais en face d'un besoin, on va mettre des milliers de ressources. Ce qui fait que ça va extrêmement vite. Et on rationalise complètement ses coûts. Si on parle un peu chiffon,
Côté client, c'est extrêmement simple. On parlait du temps pour mettre en place ou en ligne un projet, mais on le verra durant les TP avec, je crois, Hôtel Privé, SmartApp et Théâtre in Paris. Hein. Donc c'est très simple. On upload le fichier, on dit ce qu'on attend. Du côté de la foule, on va voir voilà, votre projet, la catégorisation, mais on va voir aussi les besoins d'autres clients, de la modération, d'autres choses. Du côté de la foule, en fait, c'est un agrégat de tous ces besoins-là. Si maintenant, on se met vraiment du côté d'un contributeur, d'un fouleur, comme on l'appelle chez nous, finalement, lui va avoir une tâche de ce grand projet et il va la réaliser pour voilà, un montant que vous aurez déterminé à l'avance. Donc, in fine, notre proposition de valeur, elle est double. Et c'est peut-être le plus important, c'est de se dire, bah voilà, nous, on est des startups. La première proposition de valeur qu'on vous offre, c'est gagner du temps. Votre temps est précieux. On vous propose de mettre à votre disposition énormément de gens pour rationaliser ce temps. Donc, gagner du temps pour toutes vos tâches qui sont mécaniques, redondantes, mais non automatisables, il faut passer par Full Factory. La deuxième proposition de valeur, c'est offrir un fallback humain. Ce que ça veut dire, c'est assez simple en fait. C'est que parfois, il y a un certain nombre de tâches ou de projets qu'on fait réaliser par la machine. Mais l'intervalle de confiance de la machine, il n'atteint jamais 100%. On parlait d'analyse de sentiments tout à l'heure. Il y a beaucoup d'outils qui sont lancés sur l'analyse de sentiments sur Twitter. Vous rentrez 10 000 tweets et il va vous dire si le sentiment est plutôt positif, négatif ou neutre. Seulement, ces outils-là, ils vont classer 60-70% du flux. Pour les 30% restants, ça peut être là, dans cet exemple-là, c'est de l'ironie, du deuxième degré, du langage SMS, des choses comme ça. La machine ne va pas être capable de le traiter. Et dans ces cas-là, la seule solution, c'est de le faire à la main. Et encore une fois, on en revient au premier exemple. C'est soit je le fais moi et je perds mon temps là-dessus, soit in fine, je ne le fais pas. Voilà. Nous, ce qu'on propose, c'est d'aller au bout des choses et que lorsque la machine n'arrive pas à traiter 100% du flux, bah, vous l'envoyez à une foule de contributeurs. Finalement, les bénéfices pour le client sont assez nombreux. C'est d'une part, bah, ça rejoint un peu notre proposition de valeur, c'est d'une part, c'est des gens, des vrais gens. C'est pas de l'intelligence artificielle, c'est un cran plus loin, c'est artificiellement qu'on va créer de l'intelligence artificielle. C'est la maîtrise des coûts, parce qu'in fine, vous ne payez que ce que vous consommez. On ne va pas payer des jours ou des choses comme ça. Je paye sur les tâches que j'ai envie de réaliser. Si j'ai 10 000 tâches que je suis prêt à payer 1 euro, le prix de mon projet, ça va être 10 000 euros. Je ne vais pas externaliser et dire bon, bah, ça va me prendre 5 semaines, 6 semaines et ça déborde et on ne sait pas quoi faire. Il y a une parfaite maîtrise des coûts. L'élasticité, c'est de se dire bah voilà, c'est complètement scalable. Si j'ai des besoins qui augmentent d'un coup, si j'ai beaucoup de saisonnalité sur mon business, je suis capable de faire appel à une plateforme comme Full Factory pour attraper, si vous voulez, cette saisonnalité et pour lisser ma courbe de charge en termes de ressources. La qualité, on y reviendra peut-être plus tard, mais il y a énormément de facteurs de qualité. Le premier étant que les tâches ne sont rémunérées que si vous les validez. Donc, de facto, les gens essayent de faire un travail de qualité. Et le dernier qui est, voilà, c'est quasiment instantané, on est presque en temps réel. On va dire que 10 jours de travail homme peuvent être réalisés en quelques heures sur Full Factory. Donc je vous ai donné un exemple, là il y en a beaucoup d'autres, ça vaut peut-être pas le coup de tous les citer, mais je suis à peu près sûr que sur l'ensemble de vos business, il y a des choses à faire avec Full Factory, des choses à délester, des choses qui apportent finalement peu de valeur ajoutée dans la valorisation de votre boîte, mais qui néanmoins ont besoin d'être faites. On prendra beaucoup d'exemples, beaucoup plus d'exemples en tout cas durant les TP, mais in fine la chose à se dire c'est voilà, aujourd'hui vous êtes au courant, il y a une plateforme qui existe où il y a 10 000 personnes qui sont capables de vous aider, vous avez une armée à disposition, comment allez-vous l'utiliser pour faire grossir vos business et pour vous délester de ces tâches à faible valeur ajoutée? 100%, 100%. Que des Français. C'est aussi pour, enfin, on en revient aussi sur la partie qualité. Bah, ça vaut peut-être le coup de vous montrer pour le contrôle de la qualité. Effectivement, on a 100% de Français parce que bon, y a quelque part une raison éthique à ça. C'est le propre même d'une place de marché, c'est que c'est toujours le moins 10 ans qui gagne. C'est-à-dire si on propose une tâche qui prend 1 heure et comme chez nous elle coûte 15 €, si demain je faisais rentrer des contributeurs d'autres pays dans lesquels le salaire minimum est moins élevé, forcément côté client, si je mettais la tâche à 1 € pour 1 heure, il y a des gens que ça intéresserait et qui le feraient.
Et in fine, c'est eux qui attraperaient tous les marchés. Donc c'est quelque part un peu d'éthique de se dire, bah voilà, on veut qu'il y ait quand même une certaine éthique dans notre business. Un des moyens qu'on a trouvé, c'est pas le seul, c'est de prendre des contributeurs français. D'autre part, donc il y a ouais. Ouais, non. Ah, Théâtre in Paris, c'est ça? Ok. Tout à fait, tout à fait. Donc, je vous propose qu'on regarde ça rapidement. Donc, effectivement, on a aussi des qualifications, des expertises ou des badges. Voilà, c'est un peu du gaming côté contributeur. Donc, vous pouvez dire, voilà, je ne sélectionne que les gens qui sont certifiés anglais 3 étoiles. Voilà, c'est des questionnaires, on va dire, un peu standards. Et si vous sélectionnez cette option, vous n'aurez que des gens qui ont passé cette certification. Ce qui assure, encore une fois, un bout de la qualité. C'est un des maillons de la chaîne de notre contrôle qualité à nous. Oui. Ouais. Tout à fait. Oui et non. Alors on va dire il y a 2 grandes typologies de tâches. Celles qui prennent très peu de temps, celles qui en prennent beaucoup. Ok. Sur les... Full Factory. Alors là, le plus simple, tout à fait. En fait, c'est le premier des contrôles qualité. Le plus simple, là, on demande une information. La réponse est vraie ou fausse. Un numéro de téléphone, c'est soit celui-là, soit c'est pas le bon. On n'est pas sur de la rédaction de contenu. Donc là, le plus simple, c'est de donner la même tâche à faire à 2 ou 3 personnes différentes. Donc en fait, j'ai mes 10 000 numéros à aller récupérer. Au lieu de demander une seule fois chacun des numéros, je vais le demander 2 ou 3 fois à des personnes différentes. Et ensuite, je valide à la majorité ou à l'unanimité comme je le souhaite. Ça, c'est le premier contrôle qualité. Donc ça, c'est une première partie de la réponse, c'est de se dire, voilà, sur les tâches sur lesquelles il y a des bonnes réponses, c'est facile, on le fait faire 2 fois. Pour les tâches un peu plus quali, celles où il faut rédiger, par exemple, on nous fait rédiger des billets de blog, des choses comme ça. Là, du coup, la validation est quand même plus rapide parce que le temps passé pour rédiger, on va dire, c'est 1 heure ou 2. Le temps de valider, c'est 1 minute ou 2. Et ensuite, si c'est des gens qui viennent en récurrent, qui en ont fait plusieurs, des billets, on en valide 1 ou 2 et ensuite on valide la personne complètement. On a essayé de rationaliser complètement ce process de validation pour que ce soit le plus simple et le plus pertinent possible pour nos clients. Encore une fois, on fera une démonstration juste après avec les startups qui sont inscrits. Oui. Non, on fait pas de offline. Néanmoins, pour les 2 exemples que vous avez donnés, on peut utiliser Google Maps, donc ça peut être fait depuis un ordi. Mais non, c'était pour plaisanter évidemment, mais oui, on fait pas de offline. Oui. J'ai 2 questions. La première chose, c'est que pour permettre justement des processus de validation, par exemple des validations d'annonces, pour vérifier, modérer le commentaire ou la photo, pour être un peu besoin, on doit laisser accès à ton système. C'est-à-dire, en fait, ce qui est le cœur des principes de ton activité. C'est quand même un problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, est-ce que tu peux donner des tâches qui demandent un peu de recherche quand même, après ça dépend de la tarification, je suppose, genre rechercher toutes les adresses email des vignerons dans un département. Ok. Bon, sur la première question pour les accès, c'est assez simple. On bosse par API. Donc, si tu veux faire que du flux sortant, c'est possible. Vous connectez avec notre API, vous envoyez automatiquement les flux à modérer, vous gardez le ticket, vous avez la réponse, et c'est validé automatiquement. Donc, on peut faire que du flux sortant, ce qui répond, je pense, à la question des droits. Pour des exemples, on en a plein. On a même un pricer en ligne. En fait, c'est assez simple. Il suffit d'estimer combien de temps prend la tâche. Là, par exemple, pour chercher un numéro de téléphone,
on va dire c'est un peu moins d'1 minute, le temps de taper le nom sur les pages jaunes, de copier-coller. Donc voilà. Oui. Bon, peu importe, hein, de toute façon il faut une source de données où le contributeur va aller chercher, que ça soit sur Google ou ailleurs. Mais mettons que ça soit à peu près 1 minute. Voilà, 1 minute ça fait à peu près 25 centimes. Donc c'est à peu près ça le ratio et on peut calculer l'ensemble des tâches à peu près comme ça. Et on peut fournir la source d'information ? Évidemment. Bah, le mieux c'est que je vous montre peut-être un exemple. Alors là on commençait sur le TP, mais du coup si ça vous intéresse. Donc voilà, donc en étape 1 on va... alors là par exemple, je vais vous le montrer, hein, c'est un peu moins facile. Donc c'était pour Théâtre in Paris à la base, mais bon, il va être peut-être content de, de voir. Bon, alors on n'a pas refait tous vos business models, hein, mais le but du jeu c'était de se dire, pour chacune des startups qui participent au TP, de se dire quels pourraient être les 2-3 besoins comme ça, des quick wins. Donc évidemment, on s'est peut-être complètement planté sur là où est votre goulot d'étranglement, mais on s'est dit, voilà, peut-être qu'un des goulots d'étranglement c'est de se dire, il n'y a pas assez de pièces qui sont sous-titrées. Voilà, c'est peut-être basique, mais on s'est dit, voilà, si on arrive à sous-titrer un panel large de pièces, et on peut directement aller proposer au théâtre des pièces, peut-être même qui jouent, avec des surtitrages déjà faits. Alors peut-être c'est pas du tout ça le besoin, mais on a d'autres exemples encore pour vous. Mais donc voilà, donc là on a une séquence, voilà, c'est une pièce de théâtre. Ah oui, désolé. Bon, enfin, c'est basique, hein. C'est juste une pièce de théâtre qu'on a prise un peu au hasard. C'est Fabrice Lucchini. Et on a pris la séquence audio. Okay. Désolé pour le petit contretemps. Faut la Voilà, donc en fait, une des applications à laquelle on a pensé, et je pense que ça répondra à la question, voilà, on a pris une pièce de théâtre, elle fait 1h20, 1h30, j'estime à 2h ou 2h30, sans prendre de pause, pour transcrire ou sous-titrer cette pièce de théâtre, phase avant la traduction, mettons. Donc ce qu'on a fait, c'est assez simple, hein, c'est qu'on a découpé en fait. Non, désolé. Hein. Voilà, on en est là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé cette séquence d'1h20 en séquence de 20 secondes. On les a mis sur notre FTP, donc on les a mis en ligne. Et donc on avait, je crois, 1000 ou 2000 séquences, bon, quelque chose comme ça. On avait des séquences de 20 secondes. On a mis les liens sur un fichier CSV qu'on a uploadé sur la plateforme. En étape 2, on a créé un questionnaire. Donc on crée des instructions standards. Tout le monde va voir la même chose. La seule chose qui va changer, c'est finalement les données que vous allez fournir. Et c'est bien là, évidemment, tout se base sur des données que vous fournissez. Quel est votre besoin? Donc là, voilà, vous voyez, il faut rajouter la colonne 1, l'URL. Donc ça va automatiquement lancer un player audio chez lui. Ensuite, vous choisissez vos options. Combien de personnes par tâche, combien je suis prêt à payer par tâche validée. Et côté contributeur, voilà ce qu'il va voir. Il va voir un client anonyme, a posté, là c'était 50 tâches, j'avais mis que 50 séquences, pour 15 centimes. Quand il ouvre sa fenêtre, il voit quelque chose comme ça, il clique sur le lien, ça lui lance le player audio, il écoute et il a un petit bouton pour entrer son texte. Et in fine, une fois que vous avez validé vos résultats, voilà le rendu que ça donne. Donc c'est de l'Excel, effectivement c'est pas super beau, mais c'est ce qu'il y a de plus pratique. Ça vous met en face de chaque séquence la réponse qui a été donnée par un des fouleurs. Donc voilà comment ça marche et j'espère que ça répond un peu à votre question sur l'input. Donc si vous avez par exemple 10 000 contacts dont vous souhaitez connaître le métier en allant sur LinkedIn et que vous n'avez pas envie de le faire vous mettez les 10 000 noms, vous les rentrez sur la plateforme, créez votre questionnaire, vous lancez ça et une demi-heure plus tard, vous avez les résultats.
Exactement, c'est exactement ça. Alors là, effectivement, il y a effectivement une bonne réponse, une mauvaise réponse, mais comme c'est sensible aux accents, etc., c'est peut-être un peu plus complexe. Mieux vaut valider directement les contributeurs, puisque un fouleur va faire plusieurs séquences forcément. Et donc mieux vaut valider, dans ce cas-là, mieux vaut valider directement les contributeurs qui ont le plus contribué, s'assurer qu'ils ont fait du travail de qualité et valider les personnes plutôt que les tâches. Voilà. Quand il y a des bonnes réponses comme les numéros de téléphone ou les adresses mail, là ça marche très bien, on le fait faire à 2 personnes différentes, on valide. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. En fait, ça se passe, c'est assez simple. Hein. Vous chargez votre compte, ou pas d'ailleurs, vous lancez votre projet. Il va y avoir donc un devis. Enfin, vous avez vu, on vous indique le prix en bas. Vous chargez votre compte de ce montant-là, ou plus ou moins. Enfin, non, pas moins, forcément. Mais voilà, donc vous maîtrisez parfaitement votre budget. Si vous chargez 50 €, vous pourrez pas on ne vous laissera pas poster un projet qui coûte plus de 50 €. En fait, c'est une question un peu plus générale que vous posez, il me semble. C'est la question qui est de se dire finalement comment on fixe le prix, puisque le temps est relatif au prix, et ça, in fine, c'est vous qui avez la main dessus. C'est le donneur d'ordre, le client, qui a la main sur le prix qu'il souhaite mettre. Néanmoins, si vous mettez un prix trop faible, il y a fort à parier que personne n'aura d'appétence pour traiter vos tâches, et qui préféreront traiter les tâches qui sont les plus rémunératrices, on va dire, dont le défraiement est le plus intéressant. En ratio, évidemment, en temps passé. Hein. D'ailleurs, vous voyez, côté contributeur, c'est aussi trié par, voilà, en taux horaire. Donc, ils peuvent trier par taux horaire et choisir celles qui sont les plus pertinentes. Donc, il y a quelque part nous, on vous indique, on vous met un prix conseillé. Vous voyez, on vous met enfin, non, d'ailleurs, si, vous le voyez, on vous met un prix conseillé. Néanmoins, vous avez une petite marge de manœuvre là-dessus. Si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez descendre un peu. Si vous êtes très pressé, vous allez avoir envie de les mettre assez cher, finalement, pour que ça soit traité en priorité. Donc, voilà comment ça se passe. Oui ? 20%. C'est un standard de marché. Hein. Uber fait pareil. Comment ? En quoi c'est dévalorisant ? Pourquoi vous dites très mal rémunéré ? On est autour de 15 € de l'heure. Vous partez avec un mauvais a priori, monsieur. C'est pas bon. Ah bah oui, je vous le dis. Nous, ce qu'on observe, c'est qu'on rémunère de tâche à 15 € de l'heure. Donc bon, on va dire que c'est plutôt honnête en termes de rémunération. Ensuite, dévalorisation, au contraire, je crois pas du tout. Non, non, pour le contributeur. Non, on ne dévalorise pas quoi que ce soit. Sinon, ça veut dire que votre job n'est pas valorisant. Je termine juste là-dessus, avant d'attaquer ce sujet-là. Ah, vous avez décidé d'être dur ce matin. Hein. Donc, ce que je vous disais, ouais, c'est que c'est pas du tout dévalorisant. Sinon, ça voudrait dire que votre métier à vous est dévalorisant. Évidemment, dans nos métiers, on a toujours des tâches à faible valeur ajoutée à faire. Ça ne veut pas dire qu'elles sont pas valorisantes. C'est juste que de se dire, bah voilà, aller chercher 10 000 numéros de téléphone, de toute manière, j'aurais dû le faire. Pourquoi le faire moi si je peux le faire ailleurs, et moi passer ce temps-là pour valoriser plus encore ma société? Vous ne payez pas. Vous ne payez qu'à cotage validé. Dites-moi. C'est exactement comme Uber. C'est-à-dire que pour le client, son prestataire de service, c'est Full Factory. Il reçoit une facture Full Factory avec un numéro de TVA Full Factory. Et de l'autre côté, pour nous, côté contributeur, c'est exactement comme Uber. Ni d'un côté ni de l'autre en réalité, hein, parce que les clients peuvent être aussi des particuliers. Voilà. Je voulais revenir aussi sur l'anonymisation des données. Pour le fichier audio qu'on a vu, on a découpé en 20 secondes et chaque contributeur va voir uniquement un passage de 20 secondes. Donc là-dessus, on n'a pas tout le film, enfin toute la bande audio au fait, qui est vue par tout le monde. Et vous pouvez faire la même chose sur vos images. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas donner toutes les images ou toute la banque de données que vous avez à tout le monde, vous les découpez et ensuite chaque personne aura un morceau de cette banque de données et ne pourra pas faire le lien avec tous les autres.
Non, on lui donne une tâche par une tâche. Et comme il y a beaucoup de personnes à la fois sur la plateforme, on distribue beaucoup de tâches en même temps. Donc chaque personne voit une seule tâche. Non? Bon, on ne monitore pas de fouleur, merci, ça fait plaisir. On est un peu plus de 7000. Voilà. Si vous voulez, je vous montre ce que ça donne. Enfin, si j'arrive à ouvrir correctement cette fois-ci, ça a l'air d'aller mieux. Là, l'URL qu'on a fait faire, on parlait de découpe. Bah alors, c'est pas très intéressant parce que vous n'allez pas entendre quoi que ce soit depuis mon ordi. Mais donc ça, c'est le lien sur lequel il clique. Vous voyez, c'est une séquence audio de 20 secondes. Donc si je clique, bah, vous n'allez pas entendre. Mais donc ça, c'est le début de la séquence. J'aurais peut-être pu prendre un exemple un peu plus parlant. Bien. Non, toujours pas. Je pars vers le. Bon, ça. C'est une pièce de théâtre, quoi. Mais donc voilà pour la question de, oui, donc ça découpe et c'est, vous voyez les URL là. Non, tu peux pas. Mais on peut complètement anonymiser les URL pour que ça soit impossible en temps humain ou même machine de pouvoir collecter l'ensemble de l'information. On a des clients qui nous laissent même leur base de données clients parce qu'ils savent que, in fine, même un fouleur qui va être extrêmement performant, il va en faire 20 ou 30. Et la force de sa base de données, c'est pas d'avoir 20 ou 30 noms, c'est d'avoir les 10 000 ou les 20 000 noms qui constituent sa base de données. Nous contractuellement, non, la donnée appartient au client. Non, c'est pas que... ah, un jour peut-être. Non, mais effectivement, la donnée appartient au client, il en est propriétaire. Évidemment. Ensuite, voilà, c'est la vue qu'on a ici. Hein. Une fois que votre tâche est terminée, vous avez un bouton exporter, vous exportez la donnée, elle est chez vous. Alors évidemment, elle est sur les serveurs, mais il n'y a pas accès. On a un autre exemple là-dessus. On avait des personnes qui voulaient retranscrire des formulaires écrits à la main. Ah oui. Je crois qu'on les a, oui. Et donc ce qu'on a fait, ils voulaient que ce soit anonyme. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a découpé ligne par ligne le formulaire. Et chaque fouleur voyait une seule ligne de ce formulaire écrit à la main. Ce qui permettait de ne pas pouvoir avoir toutes les informations de la personne. En fait, ça marche aussi avec l'OCR, mais là, ils avaient pas mal de textes. Ils voulaient en même temps collecter les mails, collecter des commentaires. Et donc, ils ont fait leur enquête de satisfaction. Et finalement, ils ont eu 10 000 répondants. Ils pensaient en avoir 2 000, qu'ils allaient donner ça aux stagiaires. Ils avaient besoin des réponses rapidement. Et impossible à faire. Puisque même quand ça passe dans des machines, il n'arrive pas à détecter l'écriture manuelle. Donc il fallait le faire à la main. Ils se sont retrouvés vraiment coincés et ils ont fait appel à nous. On a découpé le formulaire en 8 sections et ça a été extrêmement rapide pour leur délivrer les résultats. Oui. Donc on a 2 formats. C'est soit vous vous occupez de tout vous-même, voilà, ce qu'on appelle le self-service. Donc vous allez sur la plateforme, vous avez... Évidemment, si vous avez besoin d'aide pour vos premiers projets, on sera là. Mais a priori, ça se fait tout seul. Donc, vous découpez vos projets, vous uploadez le CSV, créez le formulaire et validez vous-même. Sinon, on peut être en full service. On vous aide à la fois pour découper s'il y a besoin de découper, pour faire le formulaire et on s'occupe de la validation. C'est 2 pricing différents. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais. Ouais, oui. Vous hébergez vos photos à un endroit. Bah, oui, tout à fait, tout à fait. Là, par exemple, bon, c'est pas tant que ça filme pas. On est en discussion avec Uber pour faire la modération de toutes les pièces d'identité de tous les chauffeurs. Donc, évidemment, ça lui demande un peu de dev chez lui, mais il y gagne énormément parce qu'aujourd'hui, déjà, il a les moyens, effectivement. Mais parce qu'aujourd'hui, finalement, ils vont prendre des armées de stagiaires. Enfin, je ne sais même pas comment ils font. Ils doivent être sous l'eau pour un travail qui a une très faible valeur ajoutée
pour eux, pour leur business. Donc voilà, donc effectivement, mais plus les volumes sont importants, plus le coût de ce développement va être lissé. Je vous en prie. Tout à l'heure, on parlait de faire tester des parcours clients, utilisateurs sur des sites. Tout à fait. Alors, pour les applis, c'est un peu plus compliqué parce que l'important pour nous, c'est qu'on puisse garder le fouleur sur notre plateforme et que le chemin de validation se fasse chez nous. Comme ça, on peut savoir s'il a fait ou non le travail. Et là, c'est un peu plus compliqué sur une appli parce qu'in fine, il va dire oui, je l'ai fait alors qu'il n'a peut-être pas fait. Par contre, c'est jouable pour une application web. Donc là, on pourrait imaginer un émulateur d'appli pour faire ce genre de choses. Et sinon, vous traquez l'URL, vous envoyez donc 1000 URL ou 100 URL différentes et vous allez traquer et vous pourrez donc savoir in fine si la personne l'a vraiment fait ou pas. Et vous pourrez même savoir, en fonction de ses sociodémographiques, comment elle a réagi, etc. Donc vous pouvez avoir un panel assez fin. Est-ce que c'est représentatif? Ouais. Ouais. Alors, moi, je vais vous raconter un peu l'histoire. Initialement, on va dire les 1000 premiers fouleurs, c'était des étudiants de grande école, des anciens d'HEC, enfin des gens voilà, avec qui on est copains, les anciens d'école, des choses comme ça. Après, on a eu un peu de presse dans des blogs, des radins.com, des ABC Argent, des choses comme ça. Et finalement, aujourd'hui, le gros de nos contributeurs sont, voilà, c'est à la fois des étudiants et alors il n'y a pas de typologie vraiment définie, mais voilà, c'est des gens qui veulent arrondir leur fin de mois. En termes de répartition géographique, ça suit à peu près la proportion française, voilà, avec on va dire 10% à 20% sur Paris et le reste en province. Et c'est assez équiréparti. Hommes-femmes aussi, un peu plus de femmes, on a 60% de femmes. Voilà les grandes métriques que je peux vous donner. Oui. Pas forcément, non. On n'est pas spécialement sur. Alors, effectivement, elle est un peu segmentée en deux. On a d'un côté les étudiants, 18-25, et de l'autre côté, on a plutôt du 45-55, avec des gens qui veulent arrondir leur fin de mois, voilà, ou des gens qui ont des histoires personnelles qui fait qu'ils peuvent pas travailler de manière classique au bureau, mais qui préfèrent faire ça depuis chez eux. Et in fine, on s'est rendu compte quand même, alors là, on ne parle plus du tout de proposition de valeur côté client, potentiel que vous êtes, mais là, on parle côté contributeur. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'appétence pour voilà, arrondir ses fins de mois en ligne, et que l'immense majorité de l'offre aujourd'hui sur Internet, c'était beaucoup d'arnaques, des choses comme ça. Et donc voilà, dès qu'il y a un site sérieux qui vient, enfin, il n'y a pas de magie, hein, donc je pense qu'il y a un engouement pour ce genre de choses. Alors, effectivement, hein, initialement, c'est pour de la tâche répétitive. Maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont besoin de faire de la rédaction sur des contenus énormes. Aujourd'hui, les grosses techniques de SEO, c'est de faire 10 000 articles ou des choses comme ça. Et pour arriver à scaler tout ça, finalement, il y a peu de plateformes qui sont capables de fournir tant de contributeurs. Donc, on fait des deux. Effectivement, aujourd'hui, on est plutôt autour de 70% de tâches à faible valeur ajoutée, comme on les appelle, et 30% de tâches à forte valeur ajoutée, comme de la rédaction. Alors, vous savez, moi je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Hein. Je ne crois pas que c'est la causalité qui fait la qualité. Il y a des gens qui se disent, qui sont très intelligents, qui ont des métiers à forte valeur ajoutée. Pourtant, ils font ce métier-là que pour nourrir leur famille. La causalité n'a rien à voir avec la qualité de ce qu'on délivre. C'est le premier point. La deuxième chose, effectivement, le SEO est une science, mais à vous de les guider. Par exemple, pour le TP, on va parler pour hôtel privé. On a pensé... ouais, donc je disais pour hôtel privé, par exemple, on a pensé à du SEO. On s'est dit, bah voilà, nous... alors, c'est peut-être pas pertinent, encore une fois. Hein, c'est des exemples. Alors, nous, on a été voir sur vos images. Pour du Google Images, par exemple, on s'est dit, bah voilà, leurs images, elles sont... les 10 images de chaque hôtel, elles sont toujours taguées pareil. Essayons de rédiger un texte. Et dans les instructions, il faut dire aux contributeurs,
dans la phrase que tu vas dire, tu me décris le lieu, tu me dis où c'est, tu me dis quel hôtel c'est, tu places le nom, la distance depuis, enfin, etc., etc. Là déjà, c'est là encore où je parlais de valeur ajoutée. Là, c'est vous qui amenez la valeur ajoutée, c'est vous qui amenez l'intelligence, c'est vous qui dites comment faire. In fine, le reste n'est que de la réalisation. Donc le SEO est une science, oui, mais elle peut être réalisée par n'importe qui si on a les bonnes informations. Oui. Côté client, vous voulez arrondir vos fins de mois? Ouais, bien sûr, vous devez pour nos enfin, pour le client sur les impôts, bah, c'est pareil, hein, c'est des dépenses, il peut déduire la TVA. Enfin, on est une entreprise de prestation de services classique. Côté contributeur, il doit effectivement déclarer ses revenus sur ses impôts. Ouais, non. Non, non, c'est de la facturation particulière. C'est exactement comme Uber, de la facturation particulière. Je ne comprends pas vraiment l'intérêt de votre question en fait, mais non, mais mis à part la, ouais, c'est une part aussi de notre dire non pas, non, voilà, un levier de différenciation avec nos concurrents. Ok. Oui. Ouais, ouais. On va dire, bon, c'est un peu plus complexe que ça. On va dire on a 3 grandes catégories de tâches qui nous amènent 50% du flux. C'est la complétion de base de données au sens large. C'est vous apporter une image, une donnée ou un nom et il faut chercher de l'information. Voilà, donc ça c'est une grosse partie de ce qu'on fait. On a aussi la rédaction. Là, l'exemple que je donnais sur les images et le SEO, c'est quelque chose qu'on fait quasiment tous les jours. Des agences web qui viennent nous voir, qui veulent faire monter en SEO le site de leurs clients. Ils nous envoient les 10 000 images, surtout pour les e-commerçants. Et au contraire, on disait le SEO c'est une science, mais justement, ça va tellement loin qu'il faut de la rédaction naturelle. Il me dit surtout ne refais pas une passe pour corriger les fautes d'orthographe. Ils veulent que ça soit... Enfin, non mais ça va très loin. C'est-à-dire vraiment pour faire monter, il faut que ce soit complètement naturel et vraiment taper à la main. Aujourd'hui, de juste mettre une machine qui va compiler le nom d'un lieu et le nom d'une marque, ça ne va pas avoir d'effet en SEO. Voilà. Ouais, je disais, ouais, rédaction, transcription, enfin, c'était les deux là-dedans. Oui. Ouais, ouais, on arrive certainement un peu à la limite. Ce qu'on a fait, alors mais c'était du B2C, c'était pas du B2B. Mais je peux vous raconter un exemple de ce qu'on a fait. C'était une entrepreneuse qui cherchait à monter en fait un énorme annuaire de prestataires de mariage. Donc elle a été maline. Ce qu'elle a fait, elle a pris tous les bancs de mariage, elle a fait des photos de tous les bancs de mariage sur toutes les mairies, avec monsieur Untel se marier avec madame Untel à telle date. Elle a fait effectuer une première tâche chez nous pour trouver les numéros de téléphone de ces gens. Donc elle a trouvé les numéros de téléphone. Et dans un deuxième temps, elle nous a rédigé en fait un questionnaire type pour faire une interview. Et donc les gens appelaient. Et donc évidemment, il y avait cette question si elle vous demande mais pourquoi vous appelez, et elle avait donné une réponse. Donc si c'est assez cadré, formaté, que ça ne peut pas trop déborder, ça vaut le coup de le faire. Si vous impliquez le nom de votre marque, peut-être pas. Aux États-Unis, notre équivalent, c'est Amazon Mechanical Turk. Vous connaissez, ça fait plaisir. Oui. Pour revenir au gros hacking, donc là, je n'ai peut-être pas tout compris, mais donc en fait, on a parlé un peu de gros hacking. Ça, c'est du gros hacking. Quelque part, oui. C'est un outil qui permet de faire du gros hacking. Le gros hacking ne se résume pas à Full Factory, évidemment. Hein. Le gros hacking, comme l'a dit Benjamin, hein, c'est avant tout du gros monitoring. C'est
pouvoir mettre des métriques un peu partout et de se dire bah, où ça va pas, comment accélérer. Un des outils... Exactement, bah, c'est l'histoire de Toyota. On s'est longtemps demandé si l'efficacité opérationnelle de Toyota faisait partie de la stratégie au sens large. Et il se trouve que oui, puisqu'on avait pris 20 ans d'avance voilà, en termes d'optimisation de toute la chaîne logistique. Finalement, c'est que de la rationalisation, mais ça leur a permis voilà, d'avoir une vraie différenciation concurrentielle. Oui. Vous pouvez nous dire quelques mots sur la genèse de votre projet? Vous connaissiez avant, vous êtes tous les deux dans l'entreprise. Combien de temps ça a mis en fait l'idée et les premiers produits? On a l'idée, on l'a vraiment eu par l'exemple. Hein. L'exemple que je vous ai montré, bon, c'était pas exactement celui-là, mais c'est vraiment ça. C'est que dans l'ancienne boîte où je bossais, je suis tombé sur un cas comme ça, où pour un client, il fallait qu'on arrive à scraper des données du web et à les faire matcher pour avoir un super outil d'agrégation pour que lui puisse avoir de la donnée de qualité. Et le fait de ne pas pouvoir rentrer des catégories les unes dans les autres, c'est la première fois où je me suis dit, mais j'aimerais que toute ma boîte se mobilise, les 5000 personnes de ma boîte se mobilisent 1 heure pour moi, et que chacun en fasse 1, 2 ou 10, et ça serait vraiment un gain de temps énorme pour moi parce que je ne vais pas pouvoir le faire. C'est vraiment comme ça que c'est parti. C'est ça la genèse du projet, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Et quand j'ai découvert M-Turk, moi, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Hein, j'ai pas dormi pendant 1 semaine, et c'est enfin, pas dormi. Ça m'a pris vraiment, et j'ai dit, mais c'est incroyable. On est en train de changer quelque chose, quoi. On bosse plus de la même manière. On est dans quelque part quelque chose qu'on n'était pas capable de faire jusqu'à présent. On va extrêmement vite. C'est un peu comme Wikipédia. C'est la première fois qu'on a vu Wikipédia, on s'est dit bah, c'est juste magique, quoi. Plein de gens qui font en même temps quelque chose pour un produit fini qui a de la valeur. Même si chaque brique n'est pas différenciante en soi. Entre ça et la première version, il y a eu 4 mois. 4 mois. On a été incubé chez Microsoft Ventures. Ça a été un des jalons clés. C'était assez professionnalisant, mais je pense que vous en avez conscience puisque vous aussi vous êtes incubé, donc vous devez avoir aussi ce sentiment-là que c'est professionnalisant, d'avoir un écosystème sympa, des talks, enfin des gens à qui parler, voilà, et surtout d'être accompagné de gens qui ont les mêmes galères que vous, c'est toujours plus motivant. Et donc on a sorti le MVP il y a 1 an presque maintenant. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais ça, c'est le vrai problème des places de marché. Nous, on avait identifié ce problème vraiment en amont. Et voilà, on a su gérer pour que ça essaye de croître au même moment. Mais évidemment, c'est la même problématique que toutes les places de marché. Avoir des fouleurs qui soient en adéquation avec les besoins clients, évidemment. Le faire en 2 fois. C'est clair, 2 missions. C'est clair. De toute façon, et je vais vous dire, c'est un peu notre philosophie, hein, c'est plus on découpe, mieux ça se passe. Ça qu'on dit, plus la tâche est granulaire et atomisée, meilleurs seront les résultats, ça paraît évident. Oui. Alors, comme vous l'avez compris, c'est pas une qualité globale, hein, c'est les personnes qui ont fait. Donc, il peut refuser un certain nombre de tâches s'il estime que la qualité n'est pas au rendez-vous. Néanmoins, et c'est aussi quelque part une volonté éthique de notre part, si on a de nombreux contributeurs qui cliquent sur le bouton et qui disent bah voilà, ce client joue pas le jeu, il poste des tâches, mais en fait il n'a rien envie de valider.
le client sera exclu in fine. Voilà, ça va dans les deux sens. On estime que nos contributeurs ont autant de droits, on va dire entre guillemets, mais que les clients. Voilà, donc si c'est un contributeur, évidemment, 2, 10. Mais bon, s'il y a une foule de contributeurs qui commencent à nous dire, bah voilà, ce client-là joue vraiment pas le jeu, il fait faire des tâches, mais finalement, il en sélectionne qu'une ou deux, ça marche pas. Et nous, ça nous intéresse pas non plus. Non, non, non. Bah, d'abord, on n'a pas les moyens. Non, c'est pas la philosophie. Enfin, c'est quand même fait pour marcher tout seul en réalité. Hein. Donc, c'est pas la philosophie. La philosophie, c'est quand même de se dire, bah voilà, on est sur une place de marché. Le client a envie d'avoir les résultats. S'il paye pas, il n'a pas les résultats. Donc, s'il refuse, il peut pas avoir accès aux résultats qui ont été. Non, mais il y a toujours une. En réalité, enfin. Encore une fois, il n'y a pas de client méchant qui vient et dit voilà, je vais donner 10 000 € à faire, mais en fait, j'en distribue pas. Le client vient avec un besoin, c'est dans son intérêt de faire réaliser la mission, c'est dans son intérêt que tout le monde ait fait du super travail et qu'il valide tout. S'il ne valide pas, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Voilà, on ne fait pas des plans sur la comète. Là, c'est un cas hyper hypothétique où quelqu'un nous veut du mal, ce qui n'est pas le cas. Et si ça arrive, encore une fois, le client est exclu du site. Alors là, si on fait rédiger un texte, on l'a fait. C'est un bon exemple. Pour un site assez connu, on a fait des billets de blog sur des pièces de théâtre, justement. C'était des choses assez longues, hein, c'était du 1000 mots, des choses comme ça. Et effectivement, il y avait seulement 60-70% des choses qui étaient validées. C'était compliqué. Du coup, c'est là aussi où on s'est dit, bah, il faut la certification. Il faut qu'en amont, ou bien alors on fait réaliser des petits textes d'abord et on les fait valider. Et ensuite, on a un système de blacklist, whitelist, où on dit, bah voilà, je veux ne faire réaliser ces tâches-là que par ces personnes, ce pool de personnes, d'experts, à qui j'accorde le droit de les faire. Les autres ne verront même pas, dans leur liste, ne verront même pas cette tâche. Oui. J'espère qu'on aura quand même un peu de temps pour le TP. Enfin, c'est pour vous. Mais... Qu'est-ce que vous avez fait pour réaliser le numéro de contributeurs que vous avez? Qu'est-ce que vous avez fait pour réaliser le numéro de contributeurs? Ah, ouais, pour avoir tous les contributeurs. Ouais, oui et non, oui et non. Encore une fois, je veux dire, on est dans un business model un peu particulier où on fait vraiment gagner de l'argent aux gens. Donc, en parlant très peu, ça a été quasiment tout seul. Je veux dire, quand on promet aux gens qu'ils peuvent gagner de l'argent et qu'ils en gagnent réellement, d'ailleurs, très souvent, on a un inscrit. Au début, on monitorait vraiment nom par nom quasiment. On a un inscrit, 4 jours après, il y a toute sa famille qui s'inscrit, avec les mêmes noms de famille. Voilà, c'est de se dire, bah, quand la promesse est au rendez-vous, qu'on peut arrondir ses fins de mois, bah, voilà, ça intéresse les gens. C'est pour ça que nous, de ce côté-là, de la place de marché, c'est pas vraiment un problème. D'ailleurs, pour Amazon Mechanical Turk, si on peut reprendre l'exemple, eux ont carrément décidé de fermer le robinet d'inscription parce qu'ils en avaient trop. Donc c'est dans notre business model, le goulot d'étranglement sera a priori pas côté contributeur. Oui. Alors c'est sur son crédit sur le site. Et dès qu'il arrive à 5 €, il peut faire un virement. C'est en live. Il se fait, enfin, dès que la tâche est validée, en fait, il peut retirer. Ça arrive sur son compte bancaire. Non, il n'y a pas 30 jours de délai, c'est instantané. Exactement, c'est exactement ça. Non, pas tellement, parce que sur ce qu'on a fait... Bon, d'abord, pour nous en particulier, Full Factory, c'est quelque part un peu un jeu. Et on l'a tourné aussi que ça soit un peu côté gaming. Donc les gens, finalement, ils sont chez eux, au lieu de, quand ils rentrent le soir chez eux, au lieu de jouer 1 heure à Candy Crush, ils jouent 1 heure à Full Factory. Donc, alors évidemment, ouais, mais c'est comme ça, il y a des niveaux, des badges, des étoiles, on gagne plus, on se compare à sa communauté, et en plus on arrondit ses fins de mois. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui explique que les gens se lèvent pour aller travailler, ou qu'est-ce qui explique que les gens ont envie d'arrondir un peu leur fin de mois, si c'est ludique, au lieu d'aller s'angoisser le soir 1 heure sur lemonde.fr. Donc voilà, il faudrait que vous... Hein il faut peut-être aller interviewer quelqu'un qui contribue, mais très franchement, voilà.
Et puis, c'est encore une fois, c'est peut-être des phénomènes qui sont un peu sporadiques et que les gens viennent contribuer de manière un peu ponctuelle, faire 1, 2, 3, 10 tâches. Mais c'est la masse des gens. Il ne faut pas le voir comme une personne qui va passer ses journées à faire des trucs complètement redondants. En fait, c'est pas ça. C'est des gens, au contraire, c'est une foule de personnes qui va venir en faire 2, 3. Et c'est l'agrégation de toutes ces personnes et de toutes ces tâches réalisées qui va donner de la valeur. Donc je ne crois pas que ce soit dû à ça. Voilà. Bah, quel était le sens de votre question? Moi, la question, c'est pourquoi est-ce que vous pensez que vous allez arrêter des fouleurs très franchement, voilà. Nous, on a mis en place ce côté ludique-là. Maintenant, j'ai pas de théorie ou de théoriser là-dessus. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a assez de contributeurs pour nos besoins actuels, que plus nos besoins vont grossir, plus on aura besoin de contributeurs. Et si à un moment, on n'en a plus assez, on ira les chercher et on écoutera les besoins qui se feront sentir à ce moment-là. La moyenne de temps passé par des contributeurs, par des fouleurs sur un projet ou sur... De manière générale, ils passent combien de temps par jour? Ils sont chacun, c'est 10 minutes, 1 heure, 2 heures? Ça dépend, parce qu'il n'y a pas, vraiment les chemins des fouleurs sont assez variés. Il y en a qui viennent 1 heure tous les jours, effectivement. Il y en a qui vont faire une session le samedi de 2-3 heures. Voilà, c'est assez sporadique, encore une fois. Ouais. Comment est-ce qu'on peut faire pour valider, par exemple dans les cas de la modération, pour valider les tâches en continu? Il y a des événements qui sont postés partout, d'une part les photos, d'autre part les textes, et il faut valider le fait que cette photo ou ce texte, qui pourrait éclater, ne comporte pas d'éléments contraires à certaines cultures. Voilà, pour vous donner un exemple, nous on a fait de la transcription en continu. Donc c'était un client à nous qui nous envoyait en fait. Lui, sa promesse, c'était en fait un grand groupe média français qui lui donnait des captations audio d'1 heure et qu'il fallait qu'il transcrive. Il avait 3 heures pour le faire. On n'a jamais été hors délai. Donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà, c'est découpé. Il y a quasiment toujours du monde sur la plateforme. Il n'y a pas toujours des projets. On a aujourd'hui 5-6 projets par semaine. Et surtout, ça peut être fait, les projets ils sont réalisés en 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Donc voilà, ça dépend, vraiment, c'est ponctuel, mais il y a toujours du monde sur la plateforme. Donc ça assure quand même un certain flux continu. Évidemment, il y aura un temps de lag entre le moment où vous allez poster votre besoin via l'API et un moment où vous allez récupérer. Et ça, il faut savoir le gérer. Ça peut être 10 secondes comme ça peut être 2 minutes. Donc il faut savoir ensuite le gérer de votre côté. Mais sinon, enfin, je veux dire, on est quand même des startups. Je ne connais pas de besoin temps réel. On peut arriver à la fin de la journée, vous collectez tous les besoins que vous avez eus, vous le postez de votre projet, par exemple. Ça évite des développements, etc., comme on l'a dit. Vous postez votre projet, vous avez le résultat 1 demi-heure plus tard, vous implémentez le lendemain matin. S'il n'y a plus de questions, je vous propose... Oui. Tout à fait. Alors, ouais. Donc encore une fois, avec les badges des expertises, on pourrait tout à fait imaginer qu'on mette en place un badge qui est j'habite en Chine ou je suis chinois, qu'on pose des questions en fait pertinentes pour ça, que nous on ouvre le site à ces personnes-là et que voilà. Bon, c'est pas aujourd'hui parce qu'encore une fois, on n'a que des contributeurs français. On a peut-être des gens qui parlent chinois, mais on ne sait pas encore. Voilà. Pour ceux qui font le TP, je vous propose qu'on passe. Merci à vous pour votre attention et pour vos questions.